Laurence Ferrari, votre invité est Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour, Bonjour, bienvenue dans la matinale de Merci. CNews. Dans quelques instants, à 10h, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement formé par Elisabeth Borne et une polémique déjà autour de Damien Abad, qui est nommé ministre des Solidarités. Il est violemment critiqué après la révélation de possibles agressions sexuelles. Deux plaintes ont été classées sans suite pour l'une plaignante et l'autre, il y a un signalement. Est-ce que cette polémique doit conduire à la démission de Damien Abad? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui accusent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou elles ont raison. Ça ne veut pas dire qu'elles disent la vérité. Je suis très méfiant quand je vois ces campagnes de presse. Pour en avoir subi moi-même, je sais ce que c'est et je suis. Les mêmes soupçons posés sur. Je suis très dubitatif aussi sur les méthodes de Mediapart, qui fait de la quête de délation permanente. Donc je me méfie beaucoup. Monsieur Abad s'est défendu. Monsieur Abad dément. Monsieur Abad n'a pas été condamné par la justice. Que je sache, il n'y a même pas eu de procédure. Les plaintes ont été classées. Voilà. Donc, écoutez, en plus, c'est assez poignant parce que ce monsieur est handicapé. Donc, il explique qu'évidemment, il ne peut pas forcer aucune femme. Donc là, on tombe vraiment. Je suis très très mal à l'aise avec ça et très triste pour tout, quoi, pour ce monsieur, voilà, quoi. C'est assez poignant et c'est assez gênant. Les faits qui lui seraient reprochés remontent à quelque temps. À une dizaine d'années, en plus. Est-ce que ça pourrait venir d'un autre camp, peut-être son ancien camp, les Républicains, qu'il a quitté? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas. Je n'utilise jamais ces méthodes, donc je ne sais pas comment ça se passe. Elisabeth Borne estime et affirme qu'elle n'était pas au courant. Sandrine Rousseau parle de principe de précaution pour exiger la démission de Damien Abad. C'est une nouvelle jurisprudence? Écoutez, moi je suis contre ce principe de précaution. Je suis pour le respect de la présomption d'innocence. C'est deux philosophies, je dirais, de la vie en société. Au-delà du cas Damien Abad, que signifie son départ au gouvernement de Elisabeth Borne? C'est le siphonnage, la fin du siphonnage des LR? Vous savez, j'ai débattu avec Damien Abad ici, chez vous, sur cette antenne. Et je savais déjà d'avance qu'il était macronien, qu'il était centriste, comme la plupart des dirigeants LR. Je le dis depuis des années et je l'ai dit durant cette campagne. LR est un parti centriste. Il n'a plus rien à voir avec les partis de droite d'antan. Il n'a plus rien à voir avec le RPR ou même l'UDF. C'est terminé. C'est un parti centriste qui est macronisé depuis longtemps. En fait, Macron n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. Donc, il faut que LR se fasse absorber ou rejoigne le camp macronien pour que les électeurs de droite aient une véritable alternative que moi, j'incarne. C'est tout le sens de ma candidature depuis le début. Je pense que LR n'est plus un parti de droite depuis très longtemps, depuis en vérité la création de l'UMP en 2002, vous voyez, ça remonte, et que le Front National, devenu le Rassemblement National, au dire même de Madame Le Pen, ne se veut pas de droite. Donc il n'y a pas de parti de droite, il n'y a pas d'expression politique pour les électeurs qui se sentent de droite, qui sont les héritiers du RPR d'antan. Moi, je suis l'héritier du RPR. Donc je le dis et j'invite tous les électeurs qui se sentent orphelins à me rejoindre et à nous rejoindre chez Reconquête. On va parler des législatives dans un instant. L'autre ministre qui a cristallisé, alors notamment vos critiques, c'est celui de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, que vous accusez tout simplement de vouloir déconstruire l'histoire de France. Sur quoi vous vous basez? Alors évidemment, j'imagine que vous allez citer quelques-uns de ses écrits pour dire qu'il veut déconstruire l'histoire de France. Moi, je prends au sérieux les gens, surtout quand c'est un intellectuel de qualité. Je ne le nie pas. Dont le parcours républicain est exemplaire. Le parcours intellectuel surtout, et puis républicain, oui, bien sûr républicain, il n'a pas rétabli la monarchie, mais je veux dire par là que oui, c'est un enfant qui a suivi des études brillantes, je ne discute pas du tout ça, vous comprenez, c'est un désaccord fondamental, c'est un désaccord fondamental, les gens comme M. Pape Ndiaye considèrent que la race est au cœur de la société française et de l'histoire de France, je nie cette affirmation. Je pense au contraire que la France est le pays de l'assimilation. C'est, vous savez,
Je vais vous raconter une anecdote si j'ai 30 secondes. En 1917, les premiers soldats américains arrivent à Paris, en France, pour combattre avec les Français. Et le général américain se plaint auprès du général français. Vous savez pourquoi? Parce que les soldats noirs étaient autorisés à aller au café et à pouvoir parler avec des femmes blanches. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique et ça, c'est l'histoire de la France. Voyez. Et M. Papendai confond, puisqu'il a fait longtemps, il a été professeur aux États-Unis, il confond l'histoire des États-Unis, de la ségrégation américaine et du racisme américain avec l'histoire de la France. Et il se trompe. Et c'est très important parce que nous avons toute une tendance aujourd'hui venue des États-Unis, la fameuse tendance woke, les indigénistes américains, etc., qui sont devenus des indigénistes français et qui veulent déconstruire l'histoire de France en expliquant que l'histoire de France n'est que l'histoire, vous savez, du privilège blanc, de la domination des blancs, des hommes, etc., des hétérosexuels sur les autres. Moi, je nie cette histoire et je considère que ces gens-là ont déjà réussi. Ce n'est pas un début pour M. Papendai. Les gens comme M. Papendai ont déjà le pouvoir depuis des années. Là, simplement, Emmanuel Macron tombe le masque, en vérité. Emmanuel Macron avait dit lui-même... Après Jean-Michel Blanquer, le choix n'est pas tout à fait le même. Ah, comme vous dites, c'est même un virage à 180 degrés. M. Blanquer, je l'ai attaqué, vous vous souvenez, j'étais chez vous. Je l'ai attaqué parce que je trouvais qu'il défendait mal ses propres idées. Mais au moins, il avait les mêmes idéaux que moi. Mais moi, j'estime qu'il les défendait mal. Lui estimait sans doute qu'il les défendait bien. C'est un autre problème. Mais là, on est passé de l'autre côté. Même Emmanuel Macron l'avait dit, je crois, en 2018. Il avait dit il faut déconstruire l'histoire de France. Et bien là, nous avons il a mis un ministre de l'Éducation nationale qui veut déconstruire l'histoire de France. Alors, il a beaucoup travaillé sur la question du racisme, Papendiaï. Il dit il n'y a pas de racisme d'État en France. Il y a en revanche du racisme dans l'État. Des institutions qui, comme la police, peuvent avoir des pratiques racistes. Est-ce que là-dessus, vous le contestez ou pas? Oui, je le conteste. Il n'y a pas d'attitude raciste dans la police? Non. Mais si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le racisme? C'est considérer qu'une race est supérieure à une autre. Excusez-moi, il y a peu de gens racistes en France là-dessus, qui considèrent cela. Maintenant, il y a des comportements... Mais il y en a. Non, mais il y en a très peu en vérité. De toute façon, c'est pas politique. C'est pas politique, c'est personnel. On s'en moque en vérité. C'est des gens qui comprennent rien, qui ne savent pas que tous les hommes sont égaux depuis Saint Paul. Vous vous souvenez, l'enseignement du catholicisme. Hein, et voilà, l'universalisme date de 2000 ans. Hein, on l'a déjà lu dans Saint Paul, donc on n'apporte rien dans cette histoire. Donc il y a des gens qui comprennent pas ça. Bon, c'est leur problème. Mais ce n'est pas politique, c'est encore moins systémique, comme dit la gauche. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Emmanuel Macron, en vérité, court après Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon je l'ai déjà dit, Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose de tout à fait important dans cette présidentielle. Il a accouché d'un peuple islamo-gauchiste. Voilà. Et Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen court après Jean-Luc Mélenchon. LR se soumet à Emmanuel Macron qui court après Jean-Luc Mélenchon. Donc, si vous voulez, nous avons un tropisme comme ça, le paysage politique qui a basculé vers l'islamo-gauchisme. Et je pense que je suis le seul pôle de résistance à ce mouvement islamo-gauchiste. Alors sur l'islamo-gauchisme, très précisément, ce que disait Papendiaï, il dit qu'il partage la plupart des causes des militants qualifiés de woke, comme le féminisme, la lutte pour la protection de l'environnement ou l'antiracisme, mais je n'approuve pas, dit-il, les discours moralisateurs ou sectaires de certains d'entre eux. Je me sens plus cool que woke. Donc il ne se dit pas woke. Est-ce que ça fait la différence pour vous? Disons que M. Papendai est un gentil woke. Ce n'est pas un méchant qui va vous courir après pour vous taper dessus. Je l'en sais gré. C'est aimable de sa part. Mais si idéologiquement, ce sont les mêmes. Si vous voulez, il est peut-être sans doute plus doux, plus gentil, mais idéologiquement, c'est le même. C'est-à-dire que, je le répète, c'est quelqu'un qui pense que la race est le cœur de la société française et que il y a des races supérieures, des races qui sont maltraitées et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont assignées à leur couleur. C'est ce qu'il dit exactement dans la condition. Exactement. Moi, je ne pense pas. Voilà. Donc on n'est pas assigné à ça. Mais pas du tout. On n'est pas du tout assigné et que la société française fait tout au contraire pour permettre à des gens d'origine différente d'arriver dans cette société.
parmi les dossiers quand même importants qu'il a sur son bureau, il y a la question du recrutement des enseignants, la réintroduction des maths dans le tronc commun. Vous savez combien de candidats se sont présentés au CAPES de maths qui proposait 1035 postes? J'ai vu qu'il y avait à peu près 816 ça. J'allais dire 700. C'est-à-dire qu'il y a évidemment moins de candidats qui voilà. proposent. Donc le concours ne sert plus à rien. Voilà. Mais donc ça c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet très important. J'en ai beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. L'école subit un effondrement du niveau scolaire depuis une vingtaine d'années. C'est une catastrophe. Car le métier n'est pas attractif pour les profs? Oh, il y a beaucoup de raisons. Le métier n'est pas attractif d'abord parce qu'il est mal payé. Mais vous savez, j'ai discuté avec beaucoup de professeurs et je pense que d'abord, avant tout, avant même l'argent qui est important évidemment, il y a le fait qu'ils ne peuvent plus enseigner leur matière. Les professeurs, ils aiment leur matière, ils aiment l'histoire, ils aiment le français, ils aiment les maths. Ils ne peuvent plus l'enseigner à cause des méthodes pédagogistes qui les en empêchent. Vous savez, aujourd'hui, dans les centres de formation des professeurs, on leur dit qu'il ne faut pas transmettre leur savoir. On leur dit que c'est absolument dépassé. Et on leur dit d'ailleurs qu'ils ne doivent pas aussi imposer de discipline. Monsieur Pap Ndiaye est sur cette ligne-là, en vérité. Il est de cette mouvance intellectuelle-là. Donc il ne va rien changer, au contraire, il va tout aggraver. Et par ailleurs, beaucoup de professeurs, j'avais beaucoup de professeurs qui m'avaient rejoint, se plaignaient aussi de l'intrusion des associations antiracistes, LGBT, indigénistes, etc. Monsieur Pap Ndiaye ne va pas arrêter cela, il va aggraver cela, car il est de cette famille politique-là. Alors, on verra ce qu'il fait. Donnons-lui le crédit de ses premières actions. Les législatives, combien de députés espérez-vous obtenir? On va parler de votre cas personnel dans un instant. Je n'ai pas vous savez, je n'ai pas d'objectif parce que c'est très difficile. Je n'en disconviens nullement. Nous avons demandé au Rassemblement national et à LR un grand rassemblement des droites sur le modèle de ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi là où vous avez échoué? Exactement. Il a réussi là où j'ai échoué. Tout simplement parce qu'à gauche, ils savent se rassembler et qu'à droite, ils ne veulent pas se rassembler. Ni Marine Le Pen, qui, je le répète, maintenant théorise ses ressentiments personnels en disant qu'il y a un désaccord stratégique et qu'elle n'est pas de droite, dont acte. Il faudrait qu'elle le dise à chacun de ses électeurs. Et LR, qui essaye de passer entre les gouttes, qui ne veut surtout pas faire d'accord avec quiconque, ni avec le Rassemblement national, ni avec Reconquête, qui essaye de jouer sur le local, on connaît cette méthode, et qui va se retrouver à 30 députés au mieux. Ces gens-là ont pris leurs responsabilités devant leurs électeurs. Ils reviendront très peu. Je 30, le répète. Vous dites 30 députés. Oh oui, LR, et puis Marine Le Pen, pareil. Elle va revenir, je ne sais pas, à 20 ou très bien, elle sera contente, elle aura un groupe. Et leur objectif n'est pas de revenir nombreux, n'est pas de combattre, contrairement à ce qu'ils disent Emmanuel Macron ou même Jean-Luc Mélenchon. Leur objectif est de me tuer. Bon, très bien, c'est un objectif intéressant, mais ils ne me tueront pas. Voilà. Même si vous n'avez pas de député, comment résister, comment tenir pendant tous ces mois qui vous séparent des prochaines échéances électorales si vous n'avez pas de député? Le Front National n'a jamais eu de député, sauf en 1986. C'est au scrutin avec la proportionnelle. Elle a eu, un député, il y avait Madame Stirbois, je crois, il y en avait un, bon. Et ils ont survécu pendant 30 ans. Moi, je n'ai pas 20 millions de dettes. Reconquête n'a pas 20 millions de dettes, comme le Rassemblement national. Riche. Nous avons des finances saines. Car j'ai fait plus de 5%, donc je serai remboursé de la moitié de mes frais de campagne, contrairement à d'autres. Et par ailleurs, les gens font des dons, des petits dons régulièrement, continus. Et nous avons le premier parti de France, 120 000 adhérents. Donc vous voyez, tout ça c'est une force. Et nous allons dans l'avenir essayer de constituer non seulement une force politique classique. Vous voyez, on a 550 candidats aux élections, c'est quand même extraordinaire. Franchement, je salue le travail de mes amis Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, et franchement, ça a été toute l'équipe, de toute leur équipe. Ça a été un travail formidable pour un parti si jeune. Bon. Et donc, nous allons continuer. Nous allons essayer aussi, à part ce côté politique classique, je dirais, de faire une école de pensée. C'est-à-dire de former des jeunes. Nous avons le mouvement GZ des 20 000 jeunes, c'est énorme. Nous allons essayer de les former parce que nous devons justement, et vous voyez, on revient
Il y a une logique dans votre interview. On revient à Papendaï, on revient à l'éducation nationale. Nous devons... Ce courant de pensée-là. Et oui, nous devons constituer une contre-société, une contre-éducation nationale. Contre-société, mais oui. dans la République. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire sécession. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Intellectuellement, parce que le travail de sape des indigénistes et des islamo-gauchistes va s'aggraver avec la bénédiction du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Un petit mot sur votre circonscription, la 4e du Var. Un sondage IFOP pour le JDD vous donne devant le Rassemblement national Philippe Lotio, derrière la candidate de La République En Marche. Jordan Bardella va venir cette semaine faire campagne pour soutenir son candidat. Est-ce que finalement vous pensez que la volonté de ne pas faire d'alliance de Marine Le Pen peut lui coûter quelques sièges dans le Sud? Écoutez, les électeurs trancheront. Moi, je note que délibérément, je n'ai pas présenté de candidat contre Marine Le Pen, ni contre Éric Ciotti d'ailleurs, et ni contre Nicolas Dupont-Aignan. En signe, vous savez, mais sur place, mes équipes étaient furieuses contre moi de pouvoir présenter de candidat. Mais je remarque que Marine Le Pen ne le fait pas. Et que si, imaginez que Marine Le Pen et LR aient fait la même chose que moi. J'ai calculé là dans le dernier sondage, je suis à 24%. Le candidat du Rassemblement national est à 21%. La candidate de LR est à 6%. Ça fait quoi, ça? Ça fait 51%. Je serai élu au premier tour. Ouais, absolument. Vous voyez, l'union des droites, ça peut marcher. Le problème, c'est que ni le RN, ni le LR ne le veulent. Donc, moi, je fais exactement sur le plan local ce que j'ai tenté de faire sur le plan national. Et vous voyez, ça réussit pas mal. C'est-à-dire que je dis aux électeurs, faites l'union que les états-majors refuse de faire. Et l'Union de la gauche, si elle obtient le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon et ses supporters auront la commission des finances de l'Assemblée nationale? C'est possible. Tout est possible. Vous savez, en même temps, il faut pas aggraver cela. Le Parlement n'a pas un grand pouvoir entre l'Europe et l'administration. Ils sont un peu minorés. Moi, je crois que le Parlement doit être une caisse de résonance politique. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a très bien utilisé ainsi, contrairement à Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a utilisé politiquement, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je veux faire si je suis élu à l'Assemblée nationale, en faire une caisse de résonance politique pour défendre mes idées, pour défendre mes convictions. Allez, merci beaucoup Éric Zemmour.